Sunday Night Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. Je suis Mathieu et suis très heureux de vous accueillir pour cette fat interview. Pour les plus fidèles, vous aurez remarqué que l'on a clairement passé la seconde sur Mordu depuis janvier, avec 3 nouveaux formats et une diffusion hebdo pour votre podcast préféré. Vous aurez aussi noté la présence exceptionnelle de Mordu sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, la course de chiens de traîneau pour laquelle nous avons réalisé un hors-série avec de nombreux portraits de mushers, les pilotes de ces formidables attelages. On clôture cette parenthèse exceptionnelle avec la fat interview du musher iconique français Jean Combazard. Jean est multiple champion d'Europe et possède une expérience unique de musher. On vous emmène avec nous à Valseny, au bar de l'hôtel La Vieille Poste, pour une énorme bouffée d'air pur, de montagne et d'aventure. Alors, on se sert un verre de vin chaud, et c'est parti pour cet épisode de Mordu, Jean Combazard, cœur de musher. Salut Jean, comment ça va ? Ça va bien. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Alors moi je suis hyper content de te recevoir, d'être sur la Grande Odyssée. Les chiens de traîneau, c'est un univers absolument incroyable. Moi j'ai tout de suite plein d'images qui viennent en tête, que ce soit l'aventure avec l'exploration des pôles, le rapport à l'animal, qui est absolument incroyable et unique, la glisse, les sensations de dingue que vous avez, la vitesse et les gamelles que vous prenez parfois. Est-ce que toi, tu peux me dire comment ça a commencé ? Alors moi, ça a commencé, mais c'est un peu bizarre, parce que l'idée, c'était quand j'avais 7 ans, une télévision en noir et blanc de mes parents, puis j'ai vu Paul-Émile Victor. Bon, j'ai rêvé devant ce reportage. Et puis après, les années ont fait et puis j'ai toujours eu des chiens à la maison. Et puis avec mon épouse, on avait une chienne qui est partie, naturellement par de vieillesse. Et puis moi, faisant beaucoup de courses à pied, je voulais un chien pour pouvoir faire de la course à pied et m'accompagner, pas être seul. Et donc, pendant nos vacances en 1992, on a trouvé un éleveur de Siberian Husky. Il y avait une portée, il y avait des jeunes, et puis il a bien voulu nous vendre une chienne, malgré qu'on ne soit pas musher à l'époque. Et puis de cette chienne, on a connu des gens qui entraînaient des chiens en forêt, et ainsi de suite. Donc on y est allé. Un coup, c'était Jocelyne qui entraînait la chienne un week-end, et le week-end d'après, c'était moi qui prenais le vélo. Et puis, c'était pas drôle, on n'était pas tous les deux. Donc on en a pris un deuxième. Voilà. Un Siberian Husky aussi ? Un Siberian Husky. Ah oui, moi, le chien nordique, c'est le Husky. Est-ce que tu peux nous le décrire là pour les auditeurs ? À quoi ressemble un Siberian Husky et comment on le distingue des autres chiens esquimaux ? Le Siberian Husky, c'est un chien qui peut résister au froid, c'est un chien qui est endurant, c'est un chien qui a plein de qualités, mais beaucoup de défauts. C'est un chien chasseur, c'est un chien fugueur, faut pas le mettre dans les mains d'un petit peu de n'importe qui, parce que un poulailler, ça leur fait pas peur, hein. Mais pour en revenir donc à notre histoire, ça a été ça. Et puis après, les gens qui nous ont emmenés avec eux aux entraînements, ils nous ont proposé d'aller voir une course. On est allé voir une course, on a dit waouh, c'est chouette. Et donc moi, je me suis mis à faire des compétitions sur terre en vélo avec un pédalier bloqué avec mes 2 chiens. Et puis on a fait quelques résultats. Et puis en voyant tout ça, on a dit punaise, waouh, c'est joli quand même. Si on faisait une portée et qu'on garde 2 chiens pour en avoir 4. Et on a fait une portée avec notre chienne, et puis on en a gardé 2 sur les 6. Et puis au bout d'un certain temps, il y a des gens avec qui on a vendu les chiens. Il y a un monsieur qui a eu un accident, donc on a récupéré la chienne. Et puis après, on en a récupéré une autre qu'on avait vendue. Et donc avec ces 6 chiens-là, on était champion d'Europe en moyenne distance en 1999. D'accord. Et puis les chiens ont vieilli. Avec Jocelyne, on s'est regardé, on dit qu'est-ce qu'on fait ? On refait une portée, puis on garde toute la portée. C'est ce qu'on a fait. Et avec cette portée, on a gardé tous les chiots. Et puis on a été de nouveau champion d'Europe en 2005. Et puis après, on a déménagé. On est parti là où on est actuellement, dans Seine-et-Marne, à Saint-Siméon, là, un petit village. Et puis de là, on a fait une portée pour continuer à avoir un attelage qui soit performant quand même. Et puis on s'est aperçu en 2008 qu'on avait 14 chiens à la maison. Juste le compte pour pouvoir faire la Grande Odyssée. Et la Grande Odyssée, c'était 14 chiens à l'époque, mais moi, j'avais que 12 chiens qui étaient capables de courir. 12 chiens pour courir, et plus les 2 autres, ça faisait le compte. Donc, on a déposé un dossier de candidature, parce que c'était des candidatures sur la Grande Odyssée.
On a eu un message comme quoi on a été pris. Ah, mais j'étais comme un gamin. On était super content. Et puis, c'est le Grand Odyssée. On l'a faite avec 12 chiens. Et puis, je courais tous les jours avec 8 chiens, sauf sa dernière étape où là, je me suis régalé. J'ai mis 10 chiens parce qu'après, derrière, les chiens ne pouvaient pas avoir du repos. Et puis, de fait, depuis 2008, on est présent tous les ans sur l'épreuve. Ce qui est absolument incroyable avec la Grande Odyssée, hein, et ce qui met des étoiles dans les yeux, c'est une course à étapes. Il y a une dizaine d'étapes. Pour l'édition 2021, vous avez fait 400 km. Toi, tu as fait un super résultat d'ailleurs. Ah oui, parce que jusqu'à présent, bon, après, derrière, ça dépend des années, mais bon, la meilleure performance que j'ai pu faire sur la Grande Odyssée, c'était 4e. Et puis là, cette année, c'est la première fois qu'on va voir un attelage de Sibérien Husky sur le podium final. Donc là, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée tout à l'heure, il y avait quand même de l'émotion, parce que c'est pas rien. Et puis, ouais, mais je te vois ému là, t'es super heureux. Non, mais c'est super heureux. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui te rend aussi heureux? C'est la performance, c'est l'aboutissement d'un rêve? Non, c'est même pas ça, parce que par rapport à la situation actuelle que l'on vit aujourd'hui, moi je venais sur la Grande Odyssée cette année pour faire courir mes chiens, donc j'avais aucune stratégie, comparativement à des années où sur certaines étapes je mettais 8 chiens, d'autres 9, d'autres 10, enfin et ainsi de suite en fonction des profils. Là cette année j'ai dit si ça se trouve c'est peut-être la seule course qu'on va faire de l'année, donc j'ai dit on va essayer de mettre 10 chiens tous les jours. Donc on a préparé les chiens sur cette lignée-là, et puis on est venu là comme ça. Mais bon, après derrière la satisfaction, je pense qu'elle n'est pas que personnelle, et puis il n'y a pas que moi qui suis dans l'équipe, parce que s'il n'y a pas Jocelyne, s'il n'y a pas mon épouse qui est là, si j'ai pas Amélie, notre ostéo qui est là en même temps, et puis Aurélie qui nous a accompagnés cette année, c'est pas possible. C'est pas possible. Seul, on ne peut pas y arriver. C'est une équipe complète entre les chiens et puis le musher, les handlers, tout ça, ça fait partie c'est une équipe. Ouais, effectivement, donc les handlers, c'est les personnes qui vous aident à entraîner, à gérer les chiens sur le temps de la course. Il y a aussi l'équipe Veto, hein, il y a une grosse équipe Veto à la Grande Odyssée, hein, qui est là pour vous aider, s'assurer aussi que les chiens vont bien, s'assurer aussi qu'il n'y a pas de dopage. Je reviens un peu sur cette émotion autour de la Grande Odyssée, après je reviendrai sur les origines de ta passion, mais juste pour prévenir les auditeurs, la Grande Odyssée c'est un énorme piège, hein, parce que si vous êtes amateur de chiens et que, alors, le pire, si vous avez un chien de traîneau, juste un, que vous venez ici et que vous voyez les chiens, le bonheur, l'envie qu'ils ont de courir, et puis même ce paysage, enfin si vous avez un husky, que vous vous pointez en famille à la Grande Odyssée, à mon avis, vous êtes cuit, quoi, parce que vous voyez que les chiens, à quel point ils sont heureux. Et je pense que c'est ça aussi, hein, que tu décris, cette émotion, c'est que les chiens, mais quand ils sont sur la neige, quand ils courent, ils dégagent un bonheur, mais qui fait rêver. Et je pense que c'est un peu ça, ton bonheur. Mais moi, c'est ça. Ce qui est compliqué, c'est de savoir se donner des limites. Parce que là, maintenant, nous, on a quand même avec parce que les chiens, nous, on n'achète pas de chiens. Tous les chiens naissent à la maison. Ce sont que des chiens qui naissent chez nous. Et donc, sur tous ces chiens, il y a des chiens qui vieillissent. Donc là, il y a 28 chiens à la maison. 28 chiens à la maison, dont des chiens qui ont 16 ans. C'est un travail de tous les jours. Et puis après, derrière, comme je dis, le chien de traîneau et cette passion, c'est comme le mec qui va regarder un match de foot et qui va attaquer le pot de Nutella en disant « je prends une cuillère ». Et tant qu'il y en a dans le pot, il y va. C'est le pot de 250 grammes. Derrière, il finit avec le pot de 500 grammes. Le chien, c'est pareil. Quand on est mordu, quand on est pris dedans, le plus compliqué, c'est de s'arrêter. Ah bah là, moi, je suis tombé ici que sur des personnes qui étaient passées pour voir et qui sont tombées mais grave dedans, qui ont vendu la bagnole, qui ont changé de baraque. Toi, c'est quoi le plus gros changement en termes de mode de vie, là, de rentrer à fond dans cette passion? Le mode de vie a changé à partir du moment où on a quand même eu une douzaine de chiens. Mais tant qu'on avait 6 chiens, je dirais qu'on vivait quasiment comme tout le monde. On partait en vacances avec la caravane, les chiens, et on emmenait les chiens partout. Avec 6 chiens, ça allait, mais après, avec 12, ça a été un peu plus compliqué. Mais bon, après, maintenant, oui, effectivement, si on veut partir en vacances ou si on veut faire quelque chose, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir à la maison pour pouvoir garder les chiens, s'en occuper, parce que c'est pas, comme je dis, c'est pas une motoneige, c'est pas un vélo. Le chien, c'est 365 jours par an.
Ouais, et puis là, c'est du dog sitting un peu de compète, quoi. Parce que garder un chien, ça va, mais alors quand on a 20 comme ça, faut... mais rien que les nourrir, tout ça, c'est une logistique de dingue, Ah quoi. bah oui, là maintenant j'ai la chance, c'est que moi maintenant je suis en retraite, donc ça me permet de dégager du temps. Mais autrement, avant c'était des journées de dingue. Moi partant le matin à 4h30, 5h du matin, rentrant à 18h30 le soir à peu près, Jocelyne elle gérait les chiens le matin, elle mettait les chiens en chenil pour éviter qu'il y ait un problème, parce que moi tous les chiens vivent en liberté. Donc elle les mettait deux par deux dans les chenils. Le midi, elle rentrait du travail le midi pour manger. Elle lâchait les chiens, elle nourrissait les chiens. Au moment de repartir, elle mettait les chiens en chenil. Le soir, si c'était moi qui rentrais le premier, c'est moi qui libérais tout le monde, qui donnait une petite soupe aux chiens avant de partir entraîner. Autrement, c'était elle qui le faisait. Et puis après, on part entraîner les chiens. Donc quand on part entraîner, on part entraîner 2 heures à peu près. Bon, on a la chance de pouvoir partir de la maison. Donc déjà, il n'y a pas de transport et rien. Donc déjà voilà, ça soulage. Et puis après l'entraînement, faut toujours s'occuper des chiens et ainsi de suite. Donc c'est des journées qui se terminent à minuit. Donc minuit, debout 4h30, voilà, de septembre jusqu'à avril, c'était mon quotidien auparavant. Maintenant, c'est beaucoup plus cool, c'est beaucoup plus calme, je fais ça plus sereinement. Donc une énergie de malade. Et alors, je me permets de te poser la question parce que ça doit quand même coûter assez cher. Comment tu as fait pour financer tout ça? Comment ils font les mushers? Parce que vous êtes tous avec plein de chiens à nourrir qui mangent beaucoup, hein, parce qu'ils dépensent de l'énergie. Des gros camions. Enfin, comment t'as fait, toi? Moi, nous c'est pas compliqué. Si on fait comme pour une exploitation, si on fait un bilan financier ou autre, il y a crédit débit. Là, il y a débit, voilà. Voilà. Et après, on a la chance d'avoir quand même quelques partenaires. Moi, j'ai un partenaire matériel. Donc maintenant, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler là ou pas. Si, vas-y. Non, bien sûr. Moi, j'ai une Landsys qui me suit depuis des années, où déjà, j'ai tous les chiens qui sont habillés tous les ans. J'ai des nouveaux harnais, des colliers pour les chiens, les laisses. Enfin, on a tout ce qui va bien. Donc déjà, ça, c'est un gros budget. J'imagine que le budget veto aussi et médicaments, c'est important parce que tu as 20 athlètes de haut niveau à la maison, en fait, toi. Hein. C'est ça, le budget vétérinaire, il est énorme. Budget nourriture, c'est pareil. Après, derrière, il faut les structures. Il faut le matériel pour pouvoir faire l'entraînement parce que, nous, vu qu'on est en plaine, donc on entraîne au quad. Donc, il faut quad, entretien du quad, voilà. Et puis après, il y a tout. Il y a le camion, quand on part sur certaines courses, là, on a la chance d'être hébergé sur la Grande Odyssée, mais donc sur d'autres courses, il y a la caravane derrière le camion. C'est toutes ces choses-là. Oui, mais ça, c'est un budget qui est colossal. Ouais. Et du coup, donc toi, tu es dans la Brie. Oui, je suis en Briard. On est Briard. Ah, Briard, très bien. Alors, en tant que Briard, donc c'est cool. Hein, tu me dis, c'est cool, je peux sortir de chez moi, je peux m'entraîner, j'ai pas à me déplacer. Comment tu fais pour t'entraîner tout au long de l'année et arriver là dans un paysage, on est vraiment, il y a du vent, il y a de la neige. La Grande Odyssée, il y a une particularité dans cette course, c'est qu'il y a beaucoup de dénivelé. Il y a beaucoup de courses de chiens de traîneau qui sont plutôt sur des reliefs plats. La Grande Odyssée, il y a un énorme dénivelé. Je crois qu'il y a 12 km de dénivelé. Oui, mais c'est plus... Non, mais maintenant, ça va, c'est correct maintenant. C'est pas les premières éditions. Ah oui, c'était les premières éditions, c'était, grosso modo, c'était 5 fois l'ascension du Mont Blanc. D'accord. En 11 jours. Ah, c'est bien, quoi. Donc ça tapait fort, ouais. Alors, c'est quoi tes secrets pour être performant? Comment t'entraînes tes chiens au quotidien? Alors, non, il n'y a pas réellement de secret. Moi, j'ai pas de secret. Mais ce qu'il y a, c'est que quelle est la différence entre quelqu'un qui est à la montagne ou comme quelqu'un comme moi qui suis dans l'abri pour entraîner les chiens? La neige, elle est quand? Elle arrive mi-novembre au mieux. Donc, ce qui veut dire que ceux qui habitent à la montagne, ils sont comme moi, ils entraînent sur terre. Donc, ils ont les mêmes contraintes que moi. La seule chose qu'ils ont en plus par rapport à moi, c'est qu'ils ont l'altitude. Par contre, ils ont des contraintes certainement plus importantes que moi sur certains points parce que tous les chemins de montagne sont rocailleux. Donc les coussinets des chiens, je pense qu'ils doivent manger beaucoup plus que les miens qui sont sur des terrains agricoles et des chemins qui sont plutôt doux entre guillemets. Donc voilà, c'est. Et ça effectivement, on a rencontré la responsable de la team Veto, Sandrine.
et nous évoquait le fait que la cale sous les pattes, c'était vraiment un sujet hyper important. Les chiens portent parfois des bottines, mais c'est vrai que d'avoir des chiens qui sont capables de courir sans se blesser, c'est un énorme avantage. Les pattes font l'objet de soins, je crois, pratiquement quotidiens. En tout cas, sur une course comme ça, vous les graissez et tout ça. C'est vraiment un truc super important. Et donc toi, tes chiens, ils arrivent prêts. Bah, ils arrivent prêts, oui, mais après, derrière, on est comme tout le monde, de toute manière. Après, derrière, ça dépend des neiges, ça dépend de plein de choses. Quand on a des neiges qui sont hyper verglacées ou cristallisantes, c'est sûr que là, il faut protéger les chiens, il faut protéger un maximum. Donc, on des bottines un maximum. Après, derrière, là, on a la chance cette année d'avoir beaucoup de neige, donc ça, c'était bien, on a eu de bonnes conditions de neige. Mais il y a des années où on passait sur des pistes où c'était des neiges artificielles. Alors là, c'était catastrophique. D'ailleurs, la première fois que ça m'est arrivé, ça. Au bout de 4 jours, les chiens n'avaient plus de pattes. Parce que c'est des micro-billes et ainsi de suite. C'est hyper cristallisant, donc ça abîme énormément les coussinets. Et puis après, pour en revenir, effectivement, les coussinets, c'est quelque chose de primordial chez le chien. Bah, c'est comme pour un athlète qui va faire du marathon ou qui va faire des grandes courses, du trail ou autre. Si le gars a des ampoules aux pieds, bah voilà, c'est cuit. Ouais, ça peut être hyper handicapant. C'est handicapant. Et puis les performances sont beaucoup moindres. Je reviens sur l'entraînement des chiens et d'ailleurs du musher. Qu'est-ce que vous faites en gros tu fais des répétitions de longue distance, tu fais du sprint, du fractionné. C'est quoi un peu les fondamentaux de l'entraînement? C'est comme pour un athlète. Travailler la musculation et puis après derrière, c'est en fonction de ce qu'on fait comme type d'épreuve. Si on se dégage vers du sprint, de la moyenne distance ou de la longue distance, donc les entraînements sont pas tout à fait les mêmes. Mais après derrière, chacun fait un petit peu chacun fait un petit peu à sa sauce. Chacun fait un peu à sa sauce. Et pour développer la musculation, du coup, par exemple, tu leur fais tirer des charges lourdes? Ah bah moi, oui. Puis vu qu'on n'a pas énormément de dénivelé non plus, parce que moi sur les entraînements, quand je fais 400 mètres de dénivelé, c'est un entraînement où on a fait beaucoup de dénivelé. On a la chance d'être dans la vallée du Morin, donc c'est vallonné, donc on peut travailler un petit peu là-dessus, mais surtout, oui, on a des charges lourdes. Oui, le quad, il fait un bon poids. Donc en plus, comme on est sur des chemins agricoles, dès qu'il pleut un peu, ça colle bien. Les roues d'un quad, c'est des roues basse pression, donc elles font un petit peu éponge avec le sol, donc ce qui veut dire que les chiens ils sont obligés de travailler en toute puissance. Tes Siberian Husky en vitesse de pointe, ils sont capables d'aller à quelle vitesse? En vitesse de pointe, alors quand je les travaille, moi en vitesse de pointe, c'est que quand je travaille avec le moteur, on est monté à pas loin de 40 km/h. Alors quand tu dis avec le moteur, ça veut dire quoi? Le moteur du quad, c'est-à-dire que tant que la ligne de trait est tendue, je continue d'accélérer avec le quad. D'accord. Et ils arrivent à courir à 40 km/h combien de temps, ces chiens-là? Pas très longtemps, parce qu'automatiquement, dès qu'il y a un petit peu de relief ou autre, hop, la vitesse baisse, mais je dirais sur 1 kilomètre, ils sont capables de le faire sans aucun problème. Moi, je le vois surtout quand on est sur le retour de l'entraînement, c'est là où je vois si les chiens ont de la performance ou pas. Quand on lâche tout, sur le dernier kilomètre, ils ont des vitesses pareilles, c'est juste hallucinant. C'est des chiens qui font quel poids à peu près pour qu'on se rende bien compte? Je sens que ça dépend un peu de... Ça dépend, parce que là, moi, j'ai des femelles qui vont faire... j'en ai certaines qui font 18 kilos, donc jusqu'à 22 kilos. Et puis après, j'ai dans les mâles, ça va de 22, 23 kilos jusqu'à... Par contre, j'en ai qui sont costauds, jusqu'à presque 30 kilos. Ouais. Ouais, et ton quad chargé un peu, il pèse combien? 350 kilos. Ah ouais, donc ça... Et quand une belle petite bagnole, quoi. Plus Jocelyne ou moi dessus. Ouais, voilà. Ah bah, donc 430 voilà, kilos, t'es bien, quoi. C'est ça. Ouais, non, mais ça permet de bien faire travailler les chiens. Puis après, derrière, on travaille aussi. Vu que j'ai des chiens qui continuent de courir, mais qui ont un certain âge maintenant, bien souvent, après, moi, j'ai un deuxième quad qui est sans moteur. Donc l'intérêt, c'est que moi, je prends les chiens de compétition, les chiens de course, ceux qui vont faire les courses, avec le quad des fois sans moteur. Et l'objectif, c'est de rattraper l'attelage de Jocelyne, qui elle travaille légèrement les vieux, les chiens retraités ou pré-retraités au moteur, tranquillement. L'objectif, moi, c'est de les rattraper, de les doubler et de continuer. Et dès que les chiens ont une baisse de régime, je m'arrête, je laisse repasser Jocelyne devant, et puis dès que j'ai j'attends qu'il y ait de l'excitation et ainsi de suite, et puis boum, on repart, on est au taquet. Mais après, derrière, il faut quand même savoir une chose, c'est que le husky, comparativement au hound, ceux qui gagnent, je dirais, les courses, parce que c'est des chiens qui sont beaucoup plus rapides, le husky n'est jamais à fond.
parce que c'est un chien, c'est un primitif, donc il en garde toujours un petit peu pour pouvoir aller chasser. Ça, c'est une composante qui est super importante et intéressante, et j'allais y venir, hein. C'est l'aspect psychologique, hein, parce qu'il y a l'entraînement, mais la psychologie dans les chiens de traîneau, la façon dont tu composes ton attelage, elle est absolument primordiale. Alors, tu nous disais que tes chiens, c'était un peu des chiens un peu à caractère. T'as une petite anecdote à nous donner là, qui illustre ce caractère de tes chiens? Bah, c'est des chiens, ouais, quand on est en entraînement, on a l'impression que les chiens sont fatigués, par exemple. Et puis on a la chance d'avoir certains terrains où il y a un petit peu de sable dans les bois et toutes ces choses-là. Donc comme on entraîne de nuit, le gibier sort. Donc quand on voit que les chiens, on dit, tiens, oh, les chiens ils fatiguent. Bon allez hop, j'ai Jocelyne, hop, on passe par le terrain des lapins. J'appelle ça le terrain des lapins, moi, parce que c'est truffé de lapins. Et de nuit, les lapins sortent, ils sont dans les champs. Comme on entraîne de nuit, automatiquement, il y a la lumière, il y a l'éclairage. Donc les chiens voient les lapins, ils voient la lumière, ils passent devant, et les chiens, ils repartent à la vitesse du départ. Mais c'est le husky, ça. Le husky n'est jamais à fond. Alors, ce qui est super intéressant, hein, dans l'attelage, hein, c'est que en fonction du caractère des chiens, hein, puisqu'il y a quand même il y a des dominantes, mais chaque chien a quand même un peu son caractère. En fonction du caractère des chiens, il va prendre une position différente dans l'attelage. Alors, il y a des chiens qui sont assez importants, qui sont les lead dogs, qui sont les chiens qui sont à l'avant de l'attelage. C'est eux qui reçoivent les ordres, hein, ceux qui vont emmener l'attelage. Et ça, si je comprends bien, c'est des chiens qui sont, en général, une caractéristique, c'est qu'ils sont plutôt obéissants. Et j'ai lu que c'était souvent des femelles, mais je te vois un peu mettre les yeux de côté. Donc, Non, parce que non, faut pas. C'est pas. Alors, comment tu choisis tes lead dogs, toi? Ah ben moi, vu qu'on a des chiens qui naissent à la maison, on les voit évoluer depuis la naissance. Donc on voit tout de suite un chien qui va être malin, d'un chien qui va avoir du mental, un chien qui va être près de nous, un chien qui va être à l'écoute. Il y a plein de choses chez le chien. Et après derrière, parce qu'il faut savoir quand même un chien, un leader, c'est quoi un leader? C'est pas qu'un chien qui court, c'est un chien qu'il faut qu'il ait l'intelligence, parce que quand il y a 10 chiens, enfin quand il y a un attelage de 10-12 chiens, automatiquement il y a 5-6 lignes derrière. Quand on prend un virage, il ne faut pas que le chien prenne le virage à la corde. Il faut que le chien, on lui apprenne et qu'il ait l'intelligence de bien prendre l'extérieur pour que les copains derrière, ils ne se tapent pas le poteau ou le traîneau ne se tape pas le poteau. Non, mais c'est toutes ces choses-là. Après, derrière, le chien de tête, il faut qu'il soit réceptif à ce genre de choses. Il faut qu'il soit aussi performant en termes de vitesse. Il faut qu'il ait un super mental. Pourquoi un super mental? Parce que lui, il court après qui? Après quoi? Après rien. Parce que son copain qui est derrière, il court après qui? Il court après son copain qui est devant. Que lui, donc c'est un chien, franchement, qui a un super mental. Et ça, c'est des choses qui sont primordiales. Mais c'est pas pour autant que ce sera un chef de meute, ce chien-là. Oui, alors ça, c'est un truc qui est assez marrant, c'est que le lead dog, c'est pas forcément un chef de meute. Il y a des chefs de meute qui font des super lead dogs. Bien sûr. T'évoquais Paul-Émile Victor en introduction, hein, dans le livre qu'il a écrit qui s'appelle Chien de traîneau. Il a une anecdote que j'adore. Il a son lead dog préféré depuis plusieurs années, qui est en train de vieillir. Et il y a le fils de ce chien qui est en train de se développer musculairement et qui devrait normalement devenir le chef de meute. Donc on devient le chef de meute en humiliant l'autre, en combattant l'autre, et en le soumettant. Et Paul-Émile Victor raconte qu'il aimait tellement son chien de tête et que pour lui le successeur serait pas aussi bon, et que néanmoins pour son chien de tête c'était important d'être aussi le chef de meute. Et donc il les a enfermés tous les deux dans une cage, et il a bloqué une des pattes du fils pour s'assurer que le chien le plus vieux, qui était son chien de tête, gagnerait le combat et le soumettre, et encore plusieurs années pour emmener son traîneau. Est-ce que c'est un exemple qui te parle? Ah bah moi, oui, c'est un exemple qui me parle, parce que moi j'ai un chef de meute que j'étais obligé de retirer du parc, parce que c'est un chien qui a eu une tumeur. Le vétérinaire pouvait plus rien faire pour lui, et ainsi de suite. J'ai dit, mais non, on peut peut-être faire une solution. On peut faire une ablation de la patte. Et le chien sur 3 pattes, donc on l'a retiré, parce qu'un chef de meute qui a plus que 3 pattes, ça aurait été tendu, les autres tu aurais fait la peau de manière, hein, parce que ça faut pas rêver. Donc il était de l'autre côté du grillage, il était côté maison, pas dans le parc, mais il tenait quand même toujours en respect les autres, tout en étant à l'extérieur du parc.
Ah ouais, non, mais c'est hallucinant, un chien comme ça. Hein. Maintenant, c'est vrai que j'ai moins de chefs de meute. Ça, il n'y a plus trop, il y a plus trop de hiérarchie. Il y a que chez les femelles. C'est toi le chef de meute? Ah bah ça, oui, de toute manière, faut qu'il y en ait un, de toute manière, ça c'est clair. C'est pas. Mais par contre, non, chez les femelles, ouais, j'en ai une qui se dégage et puis elle met tout le monde en respect. Ouais. Toutes les autres femelles, elle les met en respect. Hein. Et alors j'ai aussi lu que parfois, sur une course pour le coup, plutôt comme une course comme la Grande Odyssée, une course à étapes, un musher pouvait décider de sortir un chien qui est en forme, mais sur une étape peut-être moins déterminante, et pas pour le reposer, parce que c'est des chiens qui ont une condition physique de dingue, donc le chien il pourrait courir sans problème, mais uniquement pour le sortir, le frustrer, et que le chien 2 jours après soit tellement les crocs qui se dépassent. C'est des comportements que tu as observés aussi? Ça peut être à l'envers aussi. Hein. De ne pas faire un. Moi, je sais que j'en ai. Si je les fais pas courir, ça va être l'inverse. Quand je vais les remettre, elles vont rien faire. Ah, Surtout les femelles. Hein. c'est Non, des joueurs, moi, c'est des chez les joueurs, mâles. c'est des joueurs de foot. Ah bah ça, surtout les femelles. Les mâles moins parce que c'est les mâles ils sont moins perturbés par ça que les femelles. Même à la limite, des fois, quand on leur dit bah, tu cours pas, bah, ça leur va bien. Est-ce que ça t'a appris toutes ces années de mushing, on peut dire de Ouais. mushing, toutes ces années à gérer ses effectifs, à voir les caractères, à voir Oui. les combinaisons? Est-ce que ça t'a appris des choses sur les hommes et tes relations et les relations de groupe? C'est sûr et certain, de cette manière, parce que quand on voit évoluer les chiens, comment le respect qu'il peut y avoir entre eux, leur façon de vivre et toutes ces choses-là, je pense que ouais, des fois l'homme pourrait prendre exemple sur le chien, oui. Et je pense que ça se passerait pas plus mal. T'as un exemple, par exemple, quelque chose où tu te dis, tiens, en voyant comment les chiens interagissent aussi, hein, beaucoup, est-ce que tu t'es dit, tiens, peut-être qu'il faudrait que je fasse les choses différemment? Ah non, mais les chiens se respectant, il y a une hiérarchie il y a le respect de tout. Voilà. Maintenant, chez l'humain, c'est pas la même chose. Quand on voit, moi, quand j'étais gamin, je vais prendre juste cette image-là. Hein. J'avais encore ce qu'on appelait des hirondelles. Donc, c'était des policiers qui étaient en vélo. On les voyait, comme je vivais en cité, moi, de toute manière, dans le 93, on jouait au ballon, on voyait les policiers qui passaient, on s'arrêtait de jouer, on pensait qu'on se mettait presque au garde à vous. Parce qu'on avait peur de la police. Maintenant, c'est les policiers qui ont peur de rentrer dans les cités. Chez le chien, c'est différent. Il y a toujours le respect du chef. Ça s'est un peu perdu. Mais ouais. Alors, on a parlé du physique, de l'entraînement, on a parlé de la psychologie qui est hyper importante. Est-ce qu'il y a une part technologique dans ce que tu fais? Alors, notamment, il y a le traîneau. Hein, je vous voyais là préparer la course, tout le monde était en train de farter, mais farter c'est ski, hein, c'est comme des espèces de ski. Il y a des balises, il y a des choses. Tu travailles avec quel type de technologie, toi? La technologie, on a des traîneaux qui sont relativement souples maintenant par rapport au premier traîneau que je pouvais avoir en bois où on finissait, on avait les épaules qui étaient en compote. Là maintenant, on a les traîneaux et on arrive à leur faire prendre des virages et ainsi de suite, donc c'est plutôt pas mal. Et puis après, maintenant, il y a des systèmes c'est des systèmes de ski, c'est plus des patins sur lesquels il y a une semelle dessus, maintenant c'est des skis, donc on peut les retirer. Et c'est quand même pas mal parce que ça permet, quand il y a des belles éraflures dedans, de les passer sur des machines à ski. Donc là, automatiquement, voilà. Puis après, il y a les températures, il y a le fart qui va bien. Et est-ce que sur les chiens, nous on a tous, les runners, les sportifs, on a maintenant pas mal de capteurs pour voir un peu comment ça fonctionne. Est-ce que c'est des choses que tu utilises, toi, pour revoir un peu à quelle fréquence cardiaque vont tes chiens, quel est leur temps de récupération? Sincèrement, non. Non, ça parce que automatiquement, je pense que ça nous coûterait encore un peu plus. Mmh. Mais là, on va avoir la chance, là, à partir de septembre, de faire des tests d'effort et ainsi de suite, justement avec une vétérinaire en relation avec la Grande Odyssée. Bon, on m'a demandé si j'étais partant, j'ai dit oui, pourquoi pas, au contraire, ça peut être qu'intéressant. Donc on aura une équipe à partir de septembre là, à qui on apportera ce qu'on fait aux entraînements, les résultats et toutes ces choses-là. Il y a un sujet qui nous tient à cœur dans Mordu, évidemment, mais à tous les passionnés de glisse et outdoor, hein, c'est la prise de conscience sur le réchauffement climatique. Et moi, j'aime bien demander aux premiers observateurs, hein, que ce soit des gens qui vivent en bord de mer, mais des personnes comme toi qui se déplacent beaucoup dans les massifs depuis de longues années. Est-ce que comment ça manifeste pour toi le réchauffement?
Le réchauffement par rapport à notre sport, ça va devenir de plus en plus compliqué parce que plus on monte en altitude et plus il y a de dénivelé. Donc le chien va moins s'exprimer qu'il ne peut s'exprimer sur des pistes de ski de fond ou sur comme là en Haute-Maurienne. La Haute-Maurienne, pour les chiens, c'est un régal. La Haute-Savoie, c'est déjà plus compliqué parce que des fois, c'est remonter des pistes de ski et toutes ces choses-là. Donc, plus il va falloir monter en altitude, oui, ça va être de plus en plus compliqué. Après, derrière, moi, j'ai mon opinion personnelle qui vaut ce qu'elle vaut, mais bon, je pense qu'il n'y a pas que ce qu'on fait sur Terre qui est mauvais. Mais je pense que ce qu'on fait en l'air, c'est peut-être plus mauvais. Parce que de balancer des satellites et tous ces trucs-là, et tout ce qui se balance, tout ce qu'il y a là-haut, je pense que c'est peut-être pas spécialement bon pour la planète. Mais bon, après, ça n'engage que moi, ça. Tant qu'on est sur les sujets désagréables, mais alors pour le coup, un thème que moi j'aime bien, c'est est-ce que tu pourrais nous raconter ta plus grosse galère en course ou à l'entraînement avec tes chiens? La plus grosse galère que j'ai eue en course, c'était quand j'ai préparé la Grande Odyssée et que je suis allé faire une course. On était au Grand Bornand, une piste de nuit, balisée avec de la rubalise blanche. Pratique. Je me suis enquillé dans un chemin, j'avais 12 chiens devant, et puis d'un seul coup, je me dis, mais ça va pas être la piste, ça. À faire un demi-tour dans 1,50 m avec 12 chiens, ça a été rock'n'roll, ouais. Ouais, il y a eu ça, après derrière, il y a eu ça, ouais, ça a été compliqué là. Ouais. Ah, parce que c'est vrai que donc on évoquait tout à l'heure le rôle des handlers sur la course. Bon, des fois les chiens sont tout sages, bien alignés, ils attendent le départ. Il y a d'autres fois ça se passe pas comme ça. Donc il y a les harnais qui s'en mêlent, il y a machin qui s'engueule avec machine. Là, cette année, et à la limite quand il y a du staff ça va. Mais alors je me dis effectivement, hier on a passé la soirée, on vous a rejoint à la base polaire à 2000 mètres d'altitude de nuit. Bon, bah, on imagine très vite que quand tu es tout seul, avec tes chiens, que tu as une galère, que tu as juste ta frontale, que tu as les chiens qui s'en mêlent, ça peut être vite fait un peu le cauchemar quand même. Oui, c'est un peu le cauchemar, oui. C'est un peu le cauchemar. Bon, bah, c'est vrai que moi, j'ai eu une autre galère, c'était sur une Grande Odyssée, il y avait beaucoup de brouillard. Et puis, il y a un pisteur qui était à un endroit, il me fait « Oui, bah, dans 500 mètres, c'est légèrement à gauche. » Ok, d'accord. Je voyais pas mes chiens de tête. Je pars. Bon, je dis « Ça va bien faire 500 mètres. » Puis je voyais rien, on voyait rien. Parce que c'était pas balisé comme c'est balisé maintenant. Maintenant, s'il y a des choses comme ça, il y a des piquets qui sont rapprochés les uns des autres, contrairement à ce qu'on pouvait avoir avant. J'ai pris la chienne de tête, elle m'a écouté, elle a pris à gauche. Ah, punaise, j'ai pris une descente, j'ai pris une gamelle, j'ai fait des tonneaux, nanani, nanana, mais bon, j'ai blessé aucun chien, mais j'ai eu un souci et des sueurs froides parce que j'avais des femelles en chaleur dans l'attelage et j'avais tout en paquet. Alors c'était pas mal aussi ce coup-là. Ouais. C'était pas mal ce coup-là. Et alors, et à l'inverse, c'est quoi ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, je vais pas me cacher que c'est quand même mon premier titre de champion d'Europe. Parce que voilà, on sélectionnait en équipe de France et tout, et puis on part, c'est notre première sélection, et puis on a gagné. Et puis après, d'autres souvenirs, j'en ai. Ça c'est un souvenir parce que c'est un souvenir qui est lointain. C'est une de nos premières reconnaissances. Mais j'ai quand même un souvenir qui m'a marqué très fortement. C'est que l'année dernière, Jocelyne a fait le trophée de Bessan. Et j'ai réussi à la rattraper. On a fait un bout de route ensemble et tout sur la course. Mais c'est magique, ça. C'est magique. Je voulais la rattraper sur la ligne d'arrivée, mais bon, je l'ai rattrapée plus tôt. Mais bon, ça c'est des souvenirs qui marquent énormément parce que c'est avant le résultat, c'est de passer des moments ensemble sur nos traîneaux. Voilà. Est-ce que tu aurais des petits conseils pour un auditeur, une auditrice qui aimerait goûter à ça, au chien de traîneau, quelqu'un qui a un chien ou qu'on n'a pas et qui a envie de commencer, quels conseils tu lui donnerais? De faire attention parce qu'on se prend très vite au jeu. Et puis, non, mais c'est vrai, parce que quand on regarde nous d'où on est parti pour n'avoir qu'un seul chien et puis en avoir autant qu'on en a maintenant, et puis c'est juste. Quand j'ai eu ma première chienne, on m'aurait dit tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant avec tous les titres qu'on a pu avoir, plus faire le nombre de grandes Odyssées, mais j'aurais dit non, mais vous avez vu la Vierge, les mecs là.
Mais enfin bon, ça c'est ça. Et donc, comme conseil, je peux dire, c'est qu'il faut faire attention de pas brûler les étapes. Alors, si quelqu'un par exemple, qui a un chien qui est adapté évidemment Ouais. à un harnais capable de tirer, qui a jamais essayé, ce serait quoi la première sortie à faire? C'est quoi? C'est avec un vélo? J'ai entendu qu'il y en a qui faisaient en trottinette. Oui. Tu ferais comment, toi? J'ai commencé en courant, moi. Course à pied, puis après vélo, et puis après traîneau, puis après carte. Enfin bon, bref, il y a eu pas mal de choses. Mais bon, ce qu'on peut conseiller, non, mais moi ce que je conseillerais surtout, c'est de faire attention de ne pas se faire griser, parce qu'on l'avait la beauté de ce sport, la beauté de toutes ces choses, parce que ce qui peut arriver, c'est que on a un chien, on en a deux, on a 3, 4, 5, 6, non, mais quand ça monte trop vite, bien souvent, il faut faire attention, parce qu'il y a quand même des contraintes après. Si on a des enfants, s'il y a une vie familiale, s'il y a toutes ces choses-là, ça peut... Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que quand ça va plus, on se sépare des chiens. Et ça, c'est sur ça qu'il faut mettre les gens en garde surtout. Il faut mettre les gens en garde là-dessus parce que voilà, le chien, c'est pas un vélo. Ah, t'as déjà vu des personnes qui se faisaient dépasser par leur passion et Oui. c'était devenu ingérable et ils ont craqué, ouais, j'imagine. Complètement, parce que les gens ne se rendent pas compte. C'est beau, c'est ainsi de suite. On voit ça chez les autres. On se dit, c'est facile. Oui, c'est facile. Ouais. Mais une vie de famille, il faut faire attention parce que le chien prend vite le pas après derrière sur une vie de famille. Et puis après derrière, faut pouvoir s'en occuper des chiens. Et puis après, il faut avoir le porte-monnaie qui suit. Mais ça, parce que plus un chien, je dirais globalement ça va, 2 chiens ça peut aller, mais après derrière, ça se multiplie à chaque fois, hein, les coûts financiers. Hein. Coûts de nourriture, les coûts vétérinaires. Après derrière, ça implique un véhicule qui va en fonction c'est toutes ces choses-là. Alors je reviens aussi sur les conseils. Au-delà de comment démarrer la pratique, il y a un truc qui est assez marrant en chien de traîneau, c'est que vous menez vos chiens à la voie. Hein. Toi d'ailleurs, je sais pas, tu leur parles en... Moi je cause en gaulois, moi. En gaulois, ouais, c'est ça. En fait, j'ai entendu. Hein, c'est quoi le terme gauche et droite en inuit, enfin le terme un peu traditionnel. Je sais pas. Yuk, je sais plus quoi. Moi, je sais pas. Il y a Aho, Ji, je sais pas quoi. D'accord. Mais effectivement, j'ai entendu pas mal de mushers qui utilisaient du français à gauche. Oui, mais enfin c'est pour les gens qui achètent du chien. Je dirais que ce langage qui est un langage, on va dire international, permet d'acheter des chiens à l'étranger et toutes ces choses-là. Donc si les chiens, c'est des chiens adultes qui sont déjà formés, parce qu'il y en a qui achètent des chiens formés déjà. Donc automatiquement, ça permet toujours d'avoir le langage que le chien va comprendre tout de suite, plutôt que de s'adapter après derrière à ce qu'on va lui dire en français. Et toi, tes chiots, comment tu fais pour les former en leur disant à gauche, ils comprennent à gauche, à droite, comment tu fais? Alors pour tout te dire, j'ai formé un chien. Ouais, puis après, c'est ma première chienne. Alors comment t'as fait? Comment j'ai fait? On habitait en pavillon et les promenades, je faisais des promenades avec que des virages à gauche. Puis je disais gauche à chaque fois. Sur toute la sortie, on faisait un parcours qui tournait toujours à gauche. Après, on faisait des sorties où on tournait toujours à droite. Après, on faisait des sorties où on commençait par la gauche et puis on terminait par la droite. Et puis après, on prenait un coup à gauche, un coup à droite, et puis voilà, et puis devant, naturellement, pour que le chien aille en ligne droite. Donc c'est comme ça que j'ai formé ma première chienne. Et puis après, c'est elle qui a formé ses filles, et puis après, les filles ont formé les petites filles, et puis voilà, jusqu'à aujourd'hui. Si tu avais une aventure là, il y a un sponsor avec les poches très profondes qui nous écoute et qui est prêt à te financer la plus belle aventure possible, ce serait quoi toi ton rêve d'expédition avec tes chiens? Mon rêve d'expédition avec les chiens. Choisis bien, il écoute et ouais. non, mais ce que je veux dire c'est que je veux pas le faire seul. Si on le fait, s'il y a quelque chose qui se réalise, je le ferai avec Jocelyne, on le fera tous les deux. D'accord. Ça c'est clair. Et puis après, derrière, moi, j'aime bien les courses, mais les courses qui sont à étapes, sur le format de la Grande Odyssée. Les courses où le musher est seul au monde et ainsi de suite, je suis pas partant. Pourquoi? Parce que je pense qu'un musher fatigué ne voit pas tous les petits bobos que peuvent avoir ses chiens.
que quand on est sur une étape, les chiens sont pris en main derrière, on échange avec les handlers et autres sur les chiens. Eux peuvent voir des choses que nous, on n'a pas vues parce qu'on est crevés. Donc après, derrière, je sais pas, j'ai pas de... Franchement, après, des courses, il y a des courses qui sont comme ça. Est-ce qu'il y a une région du monde qui, dans ton imaginaire, te fait rêver, t'évoque Paul-Émile Victor Ouais, je dirais les pays nordiques. Les pays nordiques, c'est sûr. C'est parce que en plus, c'est des terrains qui sont adaptés à nos chiens. Donc oui, c'est ça. C'est surtout les pays nordiques. Ouais. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Je voulais savoir, pour les personnes qui ont envie, alors on a fait pas mal d'épisodes spéciaux sur Mordu, on pouvait regarder plein de choses sur la Grande Odyssée. Quelqu'un qui aura envie de lire un livre, voir un film, voir une série, est-ce que toi, il y a quelque chose que tu conseilles qui te semble bien fait? Bah après, c'est comme non, j'ai pas spécialement de choses parce qu'il n'y a pas grand chose. Jusqu'à il y a encore quelques années, c'était un petit peu des secrets de polichinelle, des façons de préparer les chiens et ainsi de suite. Voilà. Moi, après, derrière, s'il y a des gens qui ont envie d'avoir des conseils ou qui veulent, sans dire que mes conseils sont les bons. Parce que c'est bon peut-être avec moi, mais peut-être qu'avec eux. Mais bon, après, derrière, moi, des gens, moi, j'invite tout le monde à venir à la maison, de toute manière, pour voir un entraînement, pour venir participer à un entraînement, pour toutes ces choses-là. Si on synthétise tout ce parcours incroyable, Jean, ces expériences avec tes chiens, c'est quoi ta plus grande fierté? Bah, ma plus grande fierté, c'est d'avoir créé, je dirais, notre propre lignée de husky de Sibérie. Parce que partant d'une chienne qui s'appelait Hiver au cœur de loup, nous, on a pris notre affixe, c'est des rêves d'Olivier Blanc. Et puis, bah, petit à petit, bah, avec nos chiots, on a été champion d'Europe, on a été champion de France, on a 4 titres de champion du monde, 13 titres de champion d'Europe. Et puis, donc ça, c'est une fierté. Et puis, ce qui prouve quand même la qualité de nos chiens, parce que bon, moi, je suis assez physique. Donc je cours quand même pas mal derrière mes chiens. Mais il y a une année où moi j'étais blessé, où Jocelyne est partie c'est Jocelyne qui a pris le traîneau au championnat d'Europe, elle est beaucoup moins physique que moi. Et si elle n'avait pas eu un accident en se faisant escater un doigt par un chien d'un autre attelage, elle aurait été championne d'Europe. Elle est vice-championne d'Europe, c'est malgré la blessure. Donc ça prouve la qualité du travail qu'on a pu faire depuis ces 30 ans. Ah, ce qui est génial, c'est que quand on parle, t'as les yeux qui brillent et qui ouais. respirent l'amour et pour ta femme et pour tes chiens. Ouais, c'est absolument kiffant. Ah bah ouais, mais ça de toute manière, ça c'est quelque chose qu'on a construit ensemble parce que c'était jamais écrit. Moi, j'avais pas dit que dans ma vie je ferais ça. C'est quelque chose, bah, avec notre première chienne, petit à petit, ça s'est construit et puis bon, on en arrive aujourd'hui où maintenant, bah, effectivement, où on a pris la décision de ne plus faire de portée. Il n'y aura plus de chiens qui vont rentrer à la maison parce que les derniers, là, ceux qui ont gagné qui ont gagné le Best Nordique sur la Grande Odyssée cette année, bah, c'est des chiens qui m'emmènent à 75 ans. Donc moi, le chien, c'est quelque chose de vivant. C'est pas un vélo. Un vélo, ça peut partir en héritage sur des enfants ou donner à n'importe qui ou partir dans une brocante. Le chien, c'est vivant. Donc moi, je souhaite que tous mes chiens soient partis avant que moi je parte. Donc ça, c'est quelque chose parce que c'est vivant et donc ça, c'est clair que je veux pas que mes chiens partent à droite et à gauche. Merci pour ce témoignage super inspirant, Jean. Pour conclure Mordu, j'aime bien demander à mon invité qui il aimerait lui écouter sur Mordu, quelqu'un qui l'inspire au quotidien, un modèle. Alors un modèle dans le monde de la glisse, de toute manière, pour moi, bon, bah, par rapport à mon âge, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas, peut-être pas connaître ou peut-être mal connaître. Mais moi, c'est Jean-Claude Killy, 68, et puis après toute la carrière qu'il a pu avoir au niveau du CIO et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est sûr que c'est certain que c'est quelqu'un qui m'a marqué énormément. Oui. De par sa passion, son titre. De par ses qualités sportives et de ce qu'il a pu faire et apporter au sport par la suite. Ça, c'est quelque chose qui est super important parce que c'est quelqu'un quand même, par rapport à ses titres, par rapport à son titre de champion olympique et autres, ça lui a peut-être permis d'avoir un tremplin au niveau du CIO. Mais c'est des gens comme ça qu'on a besoin de gens comme ça. Jean, un grand merci. C'était un super moment. Et puis, je te dis peut-être à très vite. Bah, bien sûr, avec plaisir. Salut Jean. Au revoir. Un grand merci à tous d'avoir écouté cette édition spéciale La Grande Odyssée Mordue et cet épisode avec Jean Combazard. On remercie Annabelle, Audrey et toute l'équipe de La Grande Odyssée pour nous avoir permis de vivre ce moment dans des conditions exceptionnelles. On remercie aussi la Vieille Poste
l'hôtel à Valsony dans lequel on a enregistré. Un grand merci. On vous dit à très bientôt dans Mordu pour d'autres épisodes avec des champions exceptionnels. À très bientôt, ciao. Sunday night,